Bienvenue à cette activité, le mois de l'histoire des Noirs. Je vous parle du territoire non cédé des peuples algonquins qui sont sur ces terres depuis le début du temps. Je suis très heureux, très reconnaissant de parler de ces terres et m'engager à la lutte contre l'oppression qui a privé les peuples autochtones de leurs terres et les ont privés aussi de leur droit à l'autodétermination. Je suis Serge de Chouja, je suis vice-président national exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Je suis ici aujourd'hui pour accueillir les panélistes aujourd'hui et notre animateur Craig Reynolds, vice-président régional d'Ontario pour l'Alliance de la fonction publique. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Jan. Jan est président national du syndicat des travailleurs des postes. Son engagement syndical remonte à ses débuts de Poste Canada il y a plus de 30 ans. En tant que femme noire, combattre l'injustice est devenu une seconde nature, d'où son intérêt pour le syndicalisme. Le pouvoir des travailleurs et travailleuses qui œuvrent ensemble a imprimé un réel changement, une grande source de motivation, et elle contribue à cet activement. Elle est la première femme noire à être élue à ce poste exécutif de l'STTP, quand elle est élue première vice-présidente nationale en 2015. Puis en 2019, à l'instar de nombreux autres leaders désirant le changement, elle s'est présentée à la présidence nationale. Elle devient alors la première femme noire élue à la tête du STP et la première dirigeante syndicat national. Elle a reçu en 2019 le prix du Labour de Urban Alliance on Race Relations et en 2020 le prix Legacy de la National Congress Black Women's Foundation. Toujours en 2020, elle devient membre du conseil d'administration de la Fondation Atkinson, qui lutte pour la justice sociale et économique en Ontario. Et en 2022, elle devient présidente de la division poste et logistique de l'Uni-Amérique. De plus, elle est fière d'être membre de la Coalition of Black Trade Unionists. Le feu sacré qui anime la consoeur Simpson est aussi vif aujourd'hui qu'au début de son engagement au sein du monde syndical. Elle continue de lutter contre les injustices au milieu de travail, dans la société, à l'échelle nationale et internationale. Elle tient à ce que tous et toutes comprennent que chaque personne anime pas une quête d'authenticité à sa place au sein de ces mouvements. Tant qu'elle sera à la tête du STTP, la consoeur Simpson se battra pour que les travailleuses et travailleurs aient une voix et soient traités avec dignité et respect. Maintenant, j'ai Jason McLean, qui est secrétaire trésorier du National Union of General Employees. Il a été élu ce syndicat, le plus grand syndicat du secteur public de Nouvelle-Écosse, en mai 2016. Et aussi en mai 2019 et en 2022, il a progressé au poste de secrétaire trésorier du NUPGE. Né et élevé à Whitney Pier au Cap-Breton, Jason a grandi en comprenant l'importance de la diversité, de l'équité et de l'égalité. Sa mère est leader communautaire, une ancienne représentante du conseil scolaire, une éducatrice de la petite enfance, maintenant à la retraite. Son père est pompier à la retraite. En 1995, Jason a commencé sa carrière dans la fonction publique en tant qu'agent correctionnel, d'abord au centre de correction de Cumberland, Amherst, puis au centre correctionnel du Cap-Breton à Sydney. Jason est devenu un leader dans sa section locale et a rapidement été élu au conseil d'administration du NSGEU. L'exécutif provincial est devenu président en 2016. Dans ce nouveau rôle de secrétaire trésorier de ce syndicat, il souhaite être un leader concentré sur la résolution des problèmes et la création d'un milieu de travail plus juste, plus équitable et inclusif au Canada. Jason a été sélectionné pour participer au programme de la Conférence canadienne du gouverneur général sur le leadership. En 2015, il est aussi diplômé du distingué programme syndical de Harvard. Marc-Edouard Joubert
président régional Council, Fédération des travailleurs et travailleuses de Québec. Marc Edward est le fils aîné de parents haïtiens qui ont immigré à Montréal en 1966. Marc Edward a été confronté à un très jeune âge à l'apprentissage de la différence et du poids qu'elle constitue parfois. Engagé ses postes Canada, il a su profiter de l'exemple de plusieurs délégués syndicaux d'expérience qui ont insufflé le désir de représenter ses membres efficacement. Il a, de 2004 à 2016, occupé diverses fonctions au sein du syndicat des travailleuses et travailleurs des postes. Entre 2004 et 2016, le confrère Marc a été élu par acclamation président du Conseil régional du FTQ Montréal métropolitain en 2016, en 2019 et en 2022. Là où il s'est impliqué à partir de 2010. Ses nombreuses fonctions syndicales lui ont appris que la défense des intérêts du grand nombre ne doit jamais se faire au détriment des préoccupations des membres les plus vulnérables ou de ceux et celles appartenant à un groupe revendiquant l'équité. Ces champs d'intérêt sont nombreux et incluent la théologie, la sociologie et la philosophie. Les rapports que les humains entretiennent entre eux, les mécanismes entourant l'exercice du pouvoir, les structures de la domination, ainsi que la force effective de la solidarité ouvrière. Et maintenant, je suis très content de vous présenter votre animateur aujourd'hui, Craig Reynolds. Né en Jamaïque, Craig a émigré au Canada avec sa famille à 19 ans à la recherche de meilleures opportunités économiques. Il a accepté une affectation à la Commission d'immigration des statuts de réfugiés. Il s'est vite rendu compte que plusieurs de ses collègues avaient des emplois précaires, et postes à durée déterminée et contrats temporaires, et le travail occasionnel aussi. Et pour remédier à cette injustice et remédier au racisme dont il était témoin, Craig s'est rapidement impliqué dans son syndicat au niveau local. Son premier poste électif était en 2009, lorsqu'il est devenu délégué syndical pour le syndicat des employés nationaux. Plus tard, en 2011, il a été élu vice-président de la section locale, puis président de la section locale en 2013. Craig a été actif au sein de plusieurs comités syndicaux, comme le comité des membres raciaux visibles, l'FPC à Toronto, et le conseil de la région du Grand Toronto. Craig a été nommé au poste de vice-président exécutif régional de l'FPC Ontario en septembre 2020. Il a été élu à son poste en juin 2021. Craig a assumé le rôle du VPE en Ontario. Il pense que le mouvement syndical doit mettre un accent particulier sur le rapprochement avec les jeunes travailleurs, la lutte contre le racisme systémique et la priorité accordée à l'organisation du nouveau lieu de travail. Maintenant, je donne la parole à Craig qui va lancer le travail de notre panel. Merci de cet accueil chaleureux, Sharon. Bonjour tout le monde. Je dois vous rappeler que nous avons des services d'interprétation en français et en anglais. Et donc, je vous demande de cliquer sur la langue de votre choix. Nous avons reçu d'excellentes questions de nos participants dans notre portail d'inscription. Nous avons reçu d'excellentes questions par l'intermédiaire du portail. Et les questions sont fort intéressantes. Si nous avons le temps, vous pouvez ajouter d'autres questions par l'intermédiaire du bouton questions-réponses. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au cours de la séance. Il n'y a pas de fonction clavardage. Si vous avez des problèmes techniques, je vous demande de chercher de l'aide dans la fonction questions-réponses. Avant de commencer, je vais offrir une mise à jour sur le travail anti-racisme que fait notre syndicat. Au cours des 2 dernières années, beaucoup des membres de l'Alliance ont communiqué des expériences de discrimination, d'exclusion et de traumatisme racial
Après le lancement des poursuites de Black Action, près de 1500 personnes ont participé. 70% sont identifiés comme femmes et 33% qui sont des membres de l'Alliance. Cela démontre la force de notre syndicat. Au cours des mois à venir, il se peut qu'un membre de l'Alliance vous contacte pour vous informer de l'évolution la plus récente dans cette poursuite, dans cette action, et entendre vos opinions sur la façon dont l'Alliance peut mieux servir ses membres. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de soutien concernant cette action judiciaire, nous mettrons les coordonnées nécessaires dans la fonction clavardage. Et maintenant, j'ai le privilège d'accueillir nos panélistes et de lancer la conversation. Il est très important de réfléchir au succès du leadership noir et nous devons célébrer et reconnaître les nombreuses réalisations de notre communauté. Je vais poser la première question à tous les membres du panel. Bon, je commence. Quel est ou quel était votre parcours pour devenir leader national et quelles sont certaines des leçons clés que vous avez apprises en cours de route? Je vais répéter la question. Quel est ou quel était votre parcours pour devenir chef national et quelles sont les leçons que vous avez apprises en cours de route? Et je vais commencer avec Marc Eduardo. Merci pour cette opportunité d'interagir dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Bien sûr, comme vous le remarquez, étant mon action syndicale se situant dans la région de Montréal, je vais parler bien sûr en français en permettant la traduction à cet effet-là. Donc, concernant mon parcours, en réfléchissant à cette question, bien, la première chose qui m'est venue en tête, en fait, c'est le socle ou la base de mon action militante qui est, ni plus ni moins, je devrais dire, l'exemple de mes deux parents. Mon père, Marc-Lionel Joubert, et ma mère, Jacqueline. Et plus spécifiquement, l'exemple de mon père, que je veux prendre quelques secondes pour partager avec vous, qui est arrivé, comme ça a été dit dans la biographie, en 1966 à Montréal. Mon père est arrivé en tant que médecin. Il fuyait la dictature de ce qu'on appelait à l'époque Papa-Doc, François Duvalier, qui était un dictateur. Et il est arrivé au Québec en tant que médecin. Et le premier souvenir que j'ai d'un traitement différencié, c'est le fait que mon père a dû refaire complètement sa médecine, puisque les diplômes provenant des Antilles, provenant des pays du Sud global, encore à ce jour, ne sont pas reconnus ou ne sont pas reconnus à la même valeur que les diplômes venant d'Amérique du Nord notamment et plus spécifiquement de l'Europe. Donc, ça, c'est la première injustice que j'ai constatée à mon jeune âge. De voir les efforts mis de l'avant par mes parents, ça m'a inspiré. Donc, plus tard, bon, j'ai fait mes études à Montréal. J'ai commencé à travailler à la Société canadienne des postes en 1989. Et en 2003, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de délégué d'atelier dans une succursale postale du centre-ville de Montréal, là, qui est appelée aujourd'hui communément Bridge, qui réunissait environ 300 travailleurs et travailleuses. Donc, j'ai dû faire mes classes très, très rapidement parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs et de travailleuses sur le plancher de travail. Et ça m'a forcé, ça m'a forcé à ce qu'on appelle faire ses devoirs dans le jargon. J'ai eu la chance d'avoir des mentors syndicaux et je vais en parler un peu plus loin parce que personne ne se fait seul pour devenir un leader. C'est impossible. Il y a une construction pour devenir un leader, que ce soit familial, que ce soit structurel, que ce soit au niveau de nos cercles d'amis ou de nos cercles un petit peu plus proches. Donc, de 2003 à 2008, j'ai été délégué d'atelier. En 2008, j'ai commencé à m'impliquer. J'ai été élu, en fait, depuis 2008, et ça, je suis fier de le dire,
j'occupe des fonctions électives dans les différentes structures syndicales. Je n'ai jamais eu un travail syndical où j'ai été nommé, ou comme on dit en anglais, appointed ou désigné. Alors, des gens, des fois, me disent « Ouais, mais est-ce que tu sens pas de l'incertitude? » Oui, mais en même temps, et j'en parlerai un peu plus tard, ça m'a imposé l'obligation de rester près des membres. Et ça, c'est une de mes fiertés, que ce soit au niveau du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Là, je vois Jan, très content de voir Jan, on ne se voit pas assez souvent d'ailleurs. Les leçons que j'ai apprises dans mon syndicat d'origine m'ont bien évidemment préparé dans mon rôle de leadership actuel, qui est celui de président du Conseil du travail de Montréal métropolitain. Nous réunissons 105 sections locales provenant de secteurs d'activité variés et nous représentons dans la région 98 000 membres, ce qui est quand même une très grosse structure où on a à faire un travail d'éducation, un travail également de support aux sections locales qui sont dans des litiges, que ce soit grève, lockout, négociation. Alors, c'est un travail qui est très exigeant, mais qui est tellement passionnant. Je dis toujours, chaque matin, je me lève pour faire exactement ce que j'aime faire dans la vie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, les amis. Même si le parcours n'a pas toujours été aisé, là, j'en parlerai un petit peu plus loin. Je pense que c'est un privilège. En fait, c'est ce que je veux terminer en disant. Pour moi, le plus grand privilège, c'est de gagner la confiance des membres, quel que soit le niveau d'action syndicale dans lequel on est impliqué. Pour moi, c'est fondamental. Et, comment dirais-je, le fait d'avoir eu ce parcours-là, et je vais parler tantôt du rapport au temps, parce que je pense que pour les leaders noirs, particulièrement les femmes, je devrais dire, le rapport au temps est différent, parce que c'est toujours un peu plus long arriver à certaines fonctions que le reste de nos collègues provenant de la majorité blanche, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, j'ai appris à être patient, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai appris également à être persistant, je dirais intrépide. Ce sont des choses importantes si on veut parvenir à bien remplir notre rôle. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis capable de parler longtemps, mais je vois que le temps est passé. Merci, Craig. Yes, thank you very much for sharing. Merci beaucoup de partager votre parcours avec nous, Marc. Je pense que je vais poser la même question à Jason. Bonsoir à tout le monde et merci de m'inviter ici. Alors, mon parcours, certains diraient... peut-être après quelques années, on dirait qu'il y avait comme un effet de charme, mais en fait, ça dépend des personnes avec lesquelles je me suis entouré. Quand ça avait commencé, j'avais juste 22 ans, j'étais juste un jeune homme de 22 ans qui travaillait dans une installation correctionnelle où les gens pensaient que le racisme était justifié et qu'il devrait continuer tel que la situation était. Donc, je me suis senti très frustré et donc, en même temps, il y avait également ce très, très bon ami et qui était également syndicaliste, qui était fasciné par la façon dont les gens me faisaient confiance pour protéger leur vie, mais en même temps, ces mêmes gens-là considéraient que ma vie avait peu d'importance par rapport à la leur. Et donc, pendant un long moment, il y avait cette personne qui défendait, ce bon ami qui me défendait, qui me protégeait au milieu de travail. J'ai dû leur apprendre quelques éléments de ma culture, de mes origines. Et donc... je pense que ça fait partie du fardeau ainsi que de la bénédiction justement de vivre à cette époque que j'ai vécue. Il y a des gens qui sont fatigués d'enseigner, de partager des enseignements et de faire circuler le message, mais c'est une tâche qui nous incombe si nous voulons avoir plus d'alliés dans ce combat et de s'entourer avec un bon cercle de personnes afin de faire avancer notre mission et nos objectifs. Alors, j'ai toujours eu l'impression, parce que je suis venu d'une communauté assez unique, alors j'ai
toujours été intrigué par le syndicat. Je cherchais un moyen justement de redonner à ma communauté. Et donc, il y avait toujours... Il y avait eu cette ancienne génération de personnes qui étaient délégués syndicaux et quand la personne a pris sa retraite, j'ai été encouragé de prendre ce poste et puis finalement, j'ai occupé ce poste et puis finalement, je pense qu'il y a des gens qui ont voulu que je prenne poste au conseil d'administration et donc je l'ai fait et à la grande surprise, j'ai été élu et c'était en 2003. J'ai passé 2 années sur le conseil d'administration. En fin de compte, on m'a encouragé à me présenter pour le poste de 3e vice-président, ce qui a marché. Et ensuite, premier vice-président, ce qui a toujours marché. Et finalement, président en 2016. Tout au long de ces années-là, je me suis fait pas mal d'amis et d'alliés, desquels j'ai appris pas mal de choses et qui m'ont également enseigné des choses. Et ce que je me dis toujours que les leçons que j'ai apprises tout au long de mon parcours, la plus importante, c'est de toujours avoir cet esprit ouvert pour avoir ces conversations-là avec les gens et des fois peut-être pousser le bouchon un peu loin et avoir ces conversations inconfortables pour que nous puissions avancer. Donc, des fois, en évitant justement d'être en colère comme le jeune moi à 22 ans qui travaillait dans un service correctionnel qui était plein de colère, plein de sentiments d'injustice. Et donc, aujourd'hui, je regarde les choses sous le prisme de lutte contre le racisme. Et donc, je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir une conversation avec nos alliés pour savoir exactement les bonnes personnes avec lesquelles vous pouvez avoir ces échanges-là. Marc-Édouard a parlé de Jan, a salué Jan également. Jan fait partie justement de ces bonnes personnes, de ces belles personnes-là que nous rencontrons dans la vie et avec lesquelles nous pouvons partager de brillantes idées. Alors, je suis vraiment très reconnaissant d'être ici pour ce panel. Quand je suis arrivé au Conseil national, je me suis fait pas mal d'amis. Finalement, ils m'ont appuyé dans la vision que j'avais pour le syndicat national. Alors, je dirais que c'est des choses que vous devez faire pour rallier le mouvement derrière vous et avec vous afin d'être à mesure de réaliser de traduire votre vision en réalité. Donc voilà mon histoire, ma petite histoire. Je pense que j'ai d'autres éléments également pour les autres questions, mais bien entendu, il était question de se faire d'alliés, d'entretenir ce réseau d'alliés, d'apprendre des autres et en même temps qu'ils apprennent de vous. Merci. Merci beaucoup de partager votre histoire, Jason. Et parlant justement d'ouverture d'esprit et du fait d'avoir des conversations difficiles, je pense que c'est très important. Merci. Jan, je vais passer à vous. Salut. Merci à tout le monde d'organiser ce panel aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là avec Marc-Édouard et Jason sur le même panel. Nous nous sommes rencontrés plein de fois pendant des élections, pendant qu'on négociait des choses pour que les gens puissent intégrer justement le prisme de l'équité à travers nos organisations. Mon histoire est très semblable à celle de Marc-Édouard. Je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans et j'ai toujours connu des incidents de racisme. Vous étiez parfois la seule fille noire dans la salle de classe sur votre rue. Et donc, je pense que le fait de combattre le racisme, ça fait partie désormais de mon ADN. Et donc, quand j'ai commencé à travailler pour Post Canada, je faisais mes devoirs dans le bus, je retournais à travailler. Ensuite, j'allais à Post Canada. Je me suis très vite impliqué dans le mouvement syndicaliste parce qu'on a compris que le meilleur outil de mobilisation, c'est un mauvais patron. Donc, quand je travaillais à Post Canada, cette situation-là m'a amené à comprendre pourquoi il était important d'avoir une masse critique pour s'assurer que toutes les voix étaient représentées et que tout le monde était traité de manière équitable. Quand je me suis impliqué au niveau local, en tant que délégué syndical, j'ai également travaillé avec différentes communautés et c'était important parce que les événements pour lesquels je travaillais réunissaient les familles et c'était bien pour moi parce que dans notre travail, très peu souvent, on a du temps pour nos familles, pour nos proches. Et donc, dans le mouvement des travailleurs, je suis devenue organisatrice. J'organisais les gens dans le cadre de mon syndicat et j'organisais des conversations, des tête-à-tête avec nos collègues au travail. Et de là,
je me suis présenté au poste de représentant national du syndicat au Congrès 2015 et où j'ai été élu. Ensuite, je me suis présenté pour le poste de première vice-présidente nationale. Je suis devenue donc par ce fait première femme vice-présidente de l'histoire de ce syndicat. En 2019, je me suis présentée pour le poste de présidente. Ça a marché. Je n'ai pas réussi toute seule. Il y a des gens qui m'ont accompagné comme Marc-Édouard, comme Jason et plein d'autres personnes qui m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin. Vous ne pouvez pas y arriver toute seule. Donc, des fois, surtout si vous êtes au bureau, vous êtes la seule personne qui est comme vous. Et donc, j'ai compris tout au long de mon parcours que je pouvais jamais réussir toute seule et que même si j'avais une vision, ça prenait des alliés, ça prenait des amis, ça prenait de bons soutiens dans le syndicat et en dehors du syndicat pour faire avancer ce programme. Je pense que je me tiens sur les épaules de ceux qui m'ont précédé et je pense que leur vécu a facilité les choses pour moi et j'espère que quand je vais partir, je vais également frayer un chemin pour d'autres personnes de continuer ce combat. Je pense qu'en tant que leader noir, vous êtes plus remis en question ou plus mis au défi. Certains jours, c'est difficile. Certains jours, c'est plus facile. Et c'est souvent des panels comme ceux-ci où vous pouvez avoir des conversations honnêtes et répondre aux questions des gens et des fois répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas toujours les réponses. Donc, je pense que ce serait ça mon conseil pour tous les jeunes noirs, de s'entourer d'un bon cercle, un cercle de confiance au travail, dans votre vie sociale, parce que vous avez besoin de prendre du recul du syndicat des fois pour assurer cet équilibre travail et vie privée. Et vous ne voulez pas vous brûler, donc assurez-vous de garder ces piliers-là dans vos vies. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Jan. Alors, il me semble que vos chemins s'entrecroisaient ou étaient similaires. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit instant parce que je regarde à l'écran et qu'est-ce que je vois? Je vois certains de nos leaders syndicaux les plus réussis qui sont à la tête de la table pour des syndicats vraiment importants pour le Canada. C'est quelque chose d'impressionnant, je vous dis. Et je vous dirais que votre parcours est très apprécié. J'aimerais vous remercier tous et toutes pour vos réalisations à date. Alors, ma question suivante est de savoir quelles sont certaines de vos réussites et quelles sont les perspectives uniques que vous apportez au mouvement des travailleurs et travailleuses en tant que leader. Sur ce, je commence par Jason. Alors, je pense que je suis privilégié en ce moment avec l'équipe qui m'entoure au niveau du Conseil national exécutif. Je suis heureux de savoir qu'ils sont ouverts et de savoir que j'ai une voix qui porte à cette table. Et vraiment être en mesure de partager mes idées, ma vision et le fait qu'ils reconnaissent que mes pensées, mes visions ne sont pas pareilles aux leurs. C'est quelque chose à saluer. Donc, je pense que ce Conseil national exécutif qui est constitué des leaders de par le pays, je pense que on est rendu à un niveau où on n'a plus besoin d'être coincé à nos différents postes. On est rendu au niveau où on est assez ouvert pour entendre, écouter les idées, les voix des autres. Et je pense que ce n'est pas un fait du hasard, c'est le fruit de 2 années de dur labeur. Quand j'ai été élu en juin, nous avons voté une résolution portant sur le fait que nos voix autour de la table devaient être respectées et entendues. Dans cette résolution, toutes les voix autour du Conseil national exécutif devraient être entendues. Et donc, ce qui arrive, c'est que vous ne pouvez pas contrôler qui est élu dans ce conseil. Et donc, nous avons des membres qui représentent le pays dans sa totalité. Et une chose qu'on a fait, mon président et moi-même, quand on a contacté le Conseil national exécutif, c'est qu'on a essayé de dire que on crée un espace sécuritaire et on demande aux gens de s'auto-identifier. C'est souvent quelque chose qui est difficile à faire pour certains. Mais il y avait suffisamment de confiance en nous et plein de gens se sont auto-identifiés à tel point qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait une voix autour de la table. Et très rapidement, nous avons essayé de rectifier cela et je peux vous dire désormais que notre syndicat national a un conseil d'administration qui reflète effectivement toutes les voix qui ont été identifiées dans notre Constitution. Mais il y a également
d'autres succès qu'il faut célébrer et que j'ai pu réaliser à travers ma voix, à travers mon prisme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été président de ce syndicat. J'ai pu faire passer mon point de vue, exprimer mon point de vue en termes de politique, en termes de démographie à nos différents employeurs. Nous avons eu des séminaires sur l'équité avec les employeurs. Ils sont venus. Nous avons eu des conversations sur les changements de politique et de culture du travail. Et donc, voilà quelques-uns des bons succès, des bons coups que nous avons eus. On a même invité des politiciens et finalement, nous avons pu également avoir l'oreille attentive des politiciens. Donc voilà des choses que j'ai constatées comme étant faisant partie justement des privilèges que j'ai eus en tant que travailleur en Nouvelle-Écosse, en me rendant compte que j'ai une voix unique, une voix qu'on n'a pas toujours la chance d'entendre. Donc ça nous donne l'opportunité de s'exprimer avec les leaders, d'exprimer nos pensées, nos idées. Je n'ai jamais prétendu m'exprimer au nom de toutes les personnes noires du Canada ou de la Nouvelle-Écosse, mais j'ai des expériences que j'ai vécues. J'ai plein de problématiques que nous avons rencontrées avec des gens de par le pays. Et je ne me réclame pas le porte-parole de toutes les personnes noires, mais je pense que je suis pas si loin du compte à la fin de la journée. Également, concernant certains des aspects que j'ai eu à gérer, c'est profiter des occasions comme celle-ci pour m'exprimer sur des panels, porter des résolutions au sein du syndicat jusqu'à leur terme. Et nous avons eu à regarder ce que la Health Science Association de la Colombie-Britannique faisait avec ses membres. Et nous avons mené un sondage auprès de nos membres. Et les résultats n'étaient pas exactement ce à quoi on s'attendait, mais en ce moment, ce syndicat-là connaît une transformation énorme dans sa tentative de refléter justement sa base de membres. Et donc, sur ce, je pense que j'ai appris de cette leçon-là. Nous avons répliqué cela au sein de notre syndicat et aujourd'hui, nous menons un audit sur l'équité. Et nous avons un sommet sur l'équité qui est prévu qui s'est tenu en mai dernier et nous avons pris justement la résolution de créer un siège sur l'équité au sein du conseil d'administration. Avec mon implication syndicale et toutes les choses dans lesquelles j'étais impliqué, je dis toujours que je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas le créateur de ces idées, ni leur défenseur farouche, mais en fait, ça ne sert à rien des fois dans la vie de réinventer la roue. On prend ce qui a marché, on le réplique, et puis on retravaille les idées qui n'ont pas souvent marché. Et en étant à cette position très, très unique, j'ai eu l'opportunité non seulement de m'investir, mais également de m'assurer que pour mon prochain, pour la personne qui me succéderait, que ce soit un peu moins difficile. Merci. Merci de votre partage, Jason. Ce n'est pas chaque jour qu'on a l'opportunité de vanter nos succès et vraiment, c'est très apprécié que vous partagez cela. Jan, vouliez-vous ajouter quelque chose ou est-ce que vous vouliez partager certaines de vos réussites? Je pense que certains de mes succès sont que depuis mon élection, j'ai vu plein d'autres leaders noirs qui ont eu le courage de se présenter à travers le pays. Ça me plaît de voir qu'il y a pas mal de personnes qui me succèdent, qui trouvent leur propre voie et qui occupent les postes qui leur reviennent de droit à travers le pays. Je pense que c'est un succès qui mérite d'être célébré. Je suis heureuse de voir cela et j'ai hâte justement de voir plus de personnes prendre ces postes-là au niveau du syndicat des travailleurs et travailleuses des services postaux. Merci, Jan, d'être justement précurseur et d'avoir tracé le chemin pour les autres. À vous, Marc-Édouard, est-ce que vous voulez partager certains de vos succès ou votre perspective unique? Ce que Jason explique et Jan aussi me touche beaucoup. Je veux dire en quelques mots, pour moi, un des plus grands succès, c'est de tirer vers le haut d'autres leaders noirs syndicaux. Parce que la force du nombre, ça fait une différence. Quand quelqu'un voit une autre personne qui lui ressemble, ça fait toute la différence. Et moi, je l'ai remarqué dernièrement parce qu'on avait une campagne à la FTQ sur un syndicalisme antiraciste.
Et je vais être franc avec vous ce soir, je ne voulais pas faire la campagne. Je ne voulais pas voir ma photo dans la campagne parce que ma réflexion, c'est j'ai assez vu ta face. J'étais fatigué de voir ma face. Je me disais, des fois, c'est bon d'avoir d'autres personnes, mais de constater que l'importance que la campagne a eue, le succès que la campagne a eu, comment ça inspire d'autres, pour moi, c'est très important d'entraîner d'autres leaders. Comme John et Jason l'ont dit, il faut tirer du monde vers le haut et c'est de cette façon-là qu'on a un vrai impact. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup, Marc. Vous savez, c'est magnifique d'avoir de telles opportunités maintenant, de partager nos bons coups, nos réussites. Parce que comme vous le mentionnez, nos réussites, ma réussite, la tienne, est une inspiration, est une source d'inspiration pour les autres. Alors, ce que j'aimerais demander en ce moment, alors comment est-ce que nous pouvons, de manière collective, encourager un mouvement syndicaliste plus inclusif? John, alors merci. Je sais qu'au niveau de notre syndicat, le STTSP, nous avons organisé un audit et le résultat d'audit a demandé justement la création d'un comité des droits de la personne. Et au sein de ce comité, nous avons le comité d'équité qui va soumettre des résolutions à chacune des rencontres au conseil d'administration, lequel conseil a donc la responsabilité de les mettre en application. Nous avons eu des retraités qui ont travaillé longtemps dans le syndicat qui nous ont aidés à mener cet audit. Cet audit sur l'équité visait à analyser le personnel à tous les niveaux, le national, le régional et le local, pour voir qui manquait à l'appel et voir comment est-ce qu'on pouvait redresser ces différents manquements. Et comme je l'ai mentionné, on a également revu notre constitution et nous avons compris que nos conventions collectives sont des conventions collectives que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, au niveau de la constitution nationale, nous avons constaté qu'il y avait cela a permis justement à plein de groupes sous-représentés de commencer à participer aux activités du syndicat. Chacune des sections locales a ses propres statuts. Nous avons des problèmes, par exemple, qui empêchent des Noirs à assister à ces événements, comme par exemple les frais de garde. Et il y a eu certaines barrières qui se posent sur leur chemin, notamment les femmes noires, qui n'ont pas souvent peut-être les compétences nécessaires. Et la plupart de ces compétences-là sont fournies à des séminaires d'éducation auxquels elles n'ont pas l'opportunité de participer. Donc, on a pris des mesures pour essayer d'être plus inclusifs. Et comme Jason l'a mentionné, on a commencé à intégrer justement la perspective d'inclusivité et d'équité pour que toutes les personnes puissent avoir la possibilité d'y assister. Pendant le congrès, tout le monde sera mis face à face avec ces résolutions-là et je sais que quand je vais partir, j'espère que la personne qui me remplacera sera comme moi et va continuer ce travail-là. Et je pense que cet audit était vraiment un travail remarquable et on a besoin justement de faire un suivi là-dessus. Je pense que nos postes sont très, très uniques parce qu'on est élu tant au niveau du Conseil national qu'à nos bureaux locaux. Et je pense que nous avons également eu des groupes sur l'équité au niveau du travail et si on n'essaye pas d'avoir la diversité qui est nécessaire, nous n'allons pas avoir cela reflété au niveau du syndicat. Je sais que même au niveau de l'AFPC, vous faites le même travail en ce moment. Je vous salue pour ces efforts-là et je sais que le recours collectif pour les droits des Noirs au niveau de la fonction publique fédérale va justement aller chercher des gains pour tous les Noirs parce que nous nous méritons d'occuper les postes pour lesquels nous avons les qualifications. Nous ne sommes pas là pour former des gens qui finissent par être nos superviseurs, nos chefs demain. Et donc, j'espère que demain, justement, on va pouvoir avancer sur ces dossiers-là et que le conseil d'administration va voter ces résolutions pour s'assurer que les barrières qui existent dans notre constitution sont enlevées pour que tout le monde puisse aller et compétir sur le même pied d'égalité. Merci. Merci beaucoup, Jan. Et
cela, justement, vous parlez de retirer, de lever des obstacles ou les barrières et de la façon dont on peut le faire et le plan de succession pour qui nous succédera. Et donc, rendu là, Marc, pouvez-vous partager votre opinion là-dessus? En fait, pour faire la promotion d'un mouvement syndical plus inclusif, j'ai envie de dire au départ, il faut savoir de quoi on parle exactement. Et je m'explique. Dans beaucoup d'organisations syndicales, et là, je suis content d'avoir écouté... sorry, Mark, I don't mean to cut you off. We're not getting English translation, or I'm not getting... Yes, we can. Est-ce que c'est correct? OK, je vais recommencer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour faire la promotion d'un mouvement syndical plus inclusif, je dirais en premier lieu qu'il faut savoir de quoi on parle. Je m'explique. Dans beaucoup d'organisations syndicales notamment, lorsqu'on pose la question suivante, quelle est la composition de vos membres qui proviennent de communautés racisées? La réponse, on ne sait pas. Et je tiens à le dire parce que pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas améliorer dans une structure ce qu'on ne mesure pas. Et il faut absolument, et ça c'est un des points que je répète constamment au niveau de la FTQ, il faut absolument que les exécutifs syndicaux aient une idée de ce qui constitue nos membres pour qu'on puisse par la suite mettre des mesures pour avoir davantage d'équité. Ça, c'est un. La deuxième chose, et je vais arrêter là aussi, je pense qu'on doit s'interroger sur les structures de nos syndicats parce que quand on parle de résolutions dans nos congrès, notamment, la plupart des résolutions sont à la majorité simple quand on lève la main. Mais quand on demande, par exemple, d'avoir un siège pour l'équité ou de changer la structure de nos syndicats, vous voyez où est-ce que je m'en vais, ben, le changement doit se faire aux 2/3 parce que ce sont des statuts. Alors, ce qui se passe dans les faits, c'est qu'on demande aux groupes minoritaires de chercher à influencer aux 2/3 le groupe majoritaire pour mieux partager le pouvoir, pour mieux, comment dirais-je, pour avoir une représentation plus adéquate. Et ça, pour moi, c'est une des barrières qui va devoir être discutée également, parce que ça rend les tâches très difficiles dans nos structures. Donc, ceci étant dit, je pense que c'est également très important d'être résilient sur cette question-là et de ramener ça à l'avant dans nos organisations syndicales. C'est de la façon dont on peut faire la promotion. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire de manière constante et à long terme aussi. Wow. The very interesting... Vous savez, c'est très intéressant. Pendant que John parlait d'ouvrir la voie pour la relève, je pense que vous avez frappé dans le mille. Quand vous avez parlé de barrières systématiques, les enjeux systématiques, quoi qu'on fasse, il faut toujours surmonter ces barrières avant de pouvoir aller de l'avant. Et j'ai très envie de ce que Jason va nous offrir maintenant. Non, moi aussi. Merci de ces réponses. Moi, je suis absolument d'accord avec vous, totalement d'accord avec vous. Il faut commencer avec le changement. Il faut changer les politiques. Il faut ouvrir les espaces pour les gens. Tous pour un, pour tous, d'accord. Mais une structure ne reflète pas cette réalité. Quand nous regardons vraiment en profondeur, et quand nous voyons notre direction, la composition de nos membres, est-ce que tout le monde est reflété? Je pense qu'on peut dire non, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que nos membres disent de cela?
Notre organisation en fait des audits équité. Il faut le faire. Il faut trouver, il faut savoir ce que nos membres nous disent. Mais là aussi, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens de nos communautés aussi qui se sentent menacés. Ils ont peur de s'identifier. Il faut que l'auto-identification soit sécuritaire, sans danger. Il faut qu'ils sachent que les intentions du syndicat sont positives, dans leurs intérêts, dans nos intérêts, pour être le meilleur espace économique démocratique possible. Et là, je parle du syndicat dans son ensemble. Et voilà. Ça, c'est sans parler des conventions collectives. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce que la règle d'ancienneté est juste? Est-ce que les règles de congédiement sont justes pour tout le monde? Et je ne regarde pas le problème seulement de ce point de vue, du point de vue d'équité aussi. Un groupe de personnes noires dans ce milieu de travail étaient les premiers entrées et vont être les derniers entrées vont être les premiers à sortir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ces gens, retenir ces gens? Comment est-ce qu'on peut travailler avec les employeurs à cette fin? Est-ce qu'on a besoin de changement? Écoutez, je ne peux pas trop insister sur cela. Il faut écouter, il faut être à l'écoute des membres. Parce que comme Jana a bien dit, elle ne peut pas le faire seule, ben Marc et non plus. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nos membres savent ce qui se passe. Les gens dans notre communauté savent ce qui se passe. Il faut avoir les oreilles ouvertes pour assurer ce changement. Merci. Excellent. Voilà, il faut créer des espaces sûrs, sécuritaires, il faut lever les barrières. Il faut lutter contre les structures systémiques qui existent. Ce que je vais vous demander maintenant, Marc, quel est le soutien que les dirigeants doivent, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour se prévaloir dans le mouvement syndical? En fait, je dirais la première chose, c'est au point de vue humain. John a mentionné quelque chose un peu plus tôt en disant que parfois, on est la seule personne noire sur la rue, la seule personne noire dans la classe, la seule personne noire dans la cour d'école. Et moi, j'ai grandi comme ça. Et à cette question-là, j'ai envie de dire, le support qu'on a besoin que les leaders noirs, que ce soit des hommes, des femmes ou des leaders non-genrés, je pense que la première chose qu'on a besoin de savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls. Parce que le problème qui arrive souvent, c'est qu'on est tellement actif dans nos structures qu'on ne prend pas le temps de réseauter avec les autres leaders de d'autres mouvements syndicaux. Donc, c'est comme si on mène une vie en parallèle. Et si vous êtes comme moi, ben, des fois, on se sent découragé, fatigué, impatient, parce que certains changements n'arrivent pas aussi vite que ce qu'on aurait souhaité. Donc, pour moi, le support qu'on doit se donner, j'appellerais ça le réseau d'entraide. Et c'est pour ça, notamment, que des colloques comme ce soir, des actions comme CBTU, des organisations comme CBTU sont si importantes parce qu'elles nous permettent d'échanger au niveau de nos expériences et de réaliser que souvent, bien, il y a beaucoup de communautés dans les actions que nous prenons pour surmonter les obstacles. Donc, le fait de savoir qu'on n'est pas seul avec les obstacles, pour moi, c'est absolument essentiel. L'autre chose que je veux mentionner également, qui m'apparaît très, très importante, c'est d'être conscient, puis c'est ressorti à plusieurs reprises, c'est d'être conscient que le groupe va toujours beaucoup plus loin que l'individu. Donc, la force du groupe, pour moi, elle est essentielle, que ce soit dans nos organisations respectives ou en réseautant dans diverses organisations. Je dis souvent ceci, je ne veux pas être le meilleur joueur en ce qui concerne le dossier du racisme systémique ou de la représentation
des leaders noirs dans les structures syndicales. Je suis pas intéressé à être le meilleur joueur. Ce qui m'intéresse cependant, c'est de jouer dans la meilleure équipe. Et je pense que les syndicats représentent encore dans notre société la meilleure équipe pour faire avancer la justice que j'appellerais la justice raciale. On voit qu'il y a des obstacles au niveau des organisations, des corporations, même des sociétés d'État, comme celle à laquelle John et moi on appartient, au niveau de notre emploi, la Société canadienne des postes. Il y a encore des obstacles. Donc, je pense que la force du groupe est essentielle. Je pense également que c'est très important de créer des espaces comme ce soir pour avoir des conversations difficiles. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les conversations difficiles dans le mouvement syndical ne divisent pas, elles unissent les gens. Et pour avoir la force syndicale qu'on doit avoir, ben c'est important de ne pas être divisé, de ne pas être fragmenté, de ne pas être en opposition les uns avec les autres. Donc, je dis régulièrement que le réseau d'entraide, là, puis ça a été touché déjà, là, ben, oui, c'est les collègues syndicaux, c'est les amis, c'est le cercle social, c'est les gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce que si on n'a pas ça, selon moi, c'est presque impossible de faire toujours face à la pression, parce qu'il y a une pression adverse qui s'exerce. Donc, ça prend absolument un groupe et ça prend absolument, je dirais, je vais en parler à la fin, là, mais je nous compare parfois à des arbres, les leaders noirs. Je pense que ça nous prend des racines très, très, très profondes, mais ça prend d'autres personnes qui nourrissent les racines. Parce que sinon, l'arbre ne tient pas, on va se dessécher sur la route et c'est pas ça qu'on veut, là. Voilà. Wow. That's Voilà, ça c'est une analogie très puissante. Nous avons besoin de racines, effectivement. Et quand je vous entends parler de la nécessité de nous entourer des gens qui ont des opinions semblables, ça c'est notre message très puissant. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais donner la parole à Jason maintenant. Comment est-ce que vous répondriez à cette question, Jason? Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec Marc. Plus tôt ce soir, John a dit la même chose. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Mais au cours de ma carrière, je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup d'alliés. Je me suis fait des ennemis aussi. Mais j'essaie de me faire des amis en travaillant avec les autres et en essayant d'influencer les gens pour qu'ils soient contre le racisme, non seulement sans préjugés. J'essaie d'expliquer aux gens que vous devez assumer une responsabilité active pour préserver ce qui est juste et pour devenir antiraciste. C'est très difficile de faire cela. Et donc, je consacre beaucoup de temps à cela. Chaque fois que l'occasion se présente, pour expliquer ce que c'est que d'être un de mes alliés, un de mes amis. Parce que je viens d'un milieu de travail, on étudie les gens, où on a tendance à examiner attentivement les actions des gens. Avec certaines personnes, je ne suis pas obligé de le faire. C'est naturel. Et donc, je me lie à ces personnes-là. Mais vous avez besoin d'une équipe pour transmettre, pour communiquer l'Évangile. Et c'est une bénédiction de pouvoir faire cela. Certaines personnes vont le voir comme un fardeau, parce que vous devez travailler constamment pour persuader aux gens de ne pas accepter une lentille raciste. Oui, absolument. On a besoin d'amis, des alliés. Ça, c'est une réponse assez longue pour vous expliquer de quoi vous avez besoin. Et c'est en gardant ses amis, et c'est en travaillant avec ses amis. Il faut changer la politique de l'organisation qu'on va avancer. Mais une fois que vous avez ces amis,
Par la suite, je peux rejoindre d'autres personnes, comme Jen, comme Sima. J'ai eu des conversations avec beaucoup de personnes et certains gens de l'Alliance de la fonction publique. Et j'essaie de me souvenir comment c'était le mouvement syndical quand je grandissais. Et la seule personne qui me ressemblait, c'était Mary Clyde Walker. Elle s'est très bien acquittée de ses responsabilités. Et c'était très inspirant, très encourageant pour nous de la voir. Et regardez ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous sommes les leaders. Et quand je suis devenu leader, j'ai eu des conversations avec elle. Et toute conversation que je peux avoir avec un leader est une conversation très utile. Il faut avoir ce réseau. Quand j'étais avec NSGU, j'avais des problèmes, des difficultés à assister à des réunions de CDTU parce que ce syndicat est situé en Ontario et moi j'étais en Nouvelle-Écosse. Et maintenant, dans ce rôle, on s'attend à ce que le syndicat national joue un rôle plus important dans le CBTU. Ça, c'est ma responsabilité, c'est ce que je vais faire. Mais je sais déjà qu'il y a un réseau de gens que je connais. Et je serai très content de renouer ces amitiés parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Bon, on parlait de la nécessité de planter les racines, de bâtir le réseau. Jen, et quel est le soutien dont les leaders noirs ont besoin? Qu'est-ce que vous pensez? Pour compléter ce que Mark et Jason ont dit, nous avons insisté que nous avons besoin de soutien. Il faut nous traiter comme les leaders blancs sont traités, parce qu'il y a une barrière supplémentaire pour nous. Par exemple, une femme noire, quand j'entre dans une salle, quand je présente une idée, parfois, oui, bon d'accord, mais quand un homme blanc dit exactement la même chose, on le considère comme un génie. Je sais que quelque chose que les femmes rencontrent tous les jours en milieu de travail. Mais nous sommes ici pour améliorer le mouvement syndical. Nous ne le privons de rien. Nous ajoutons une lentille nouvelle pour que le mouvement syndical devienne plus inclusif, plus diversifié. Oui, nous voulons, exactement comme eux, protéger, défendre les droits de nos familles et améliorer la société. Mais c'est difficile quand tous les jours au milieu de travail. Vous savez que devait être prêt à 150% pour chaque réunion. C'est fatigant, c'est épuisant. Mais nous devons défendre vos intérêts, sinon personne d'autre ne pourra nous suivre. Il faut ouvrir la porte pour les gens qui vont nous succéder. Carol Walker, Marissa Walker sont des femmes qui ont ouvert la voie pour nous tous. Et je pense que personne ici ne serait ici sans ces femmes. Et je vais être sûr que quand je quitte ce rôle, je vais être sûr qu'il y aura quelqu'un derrière qui va nous aider. Et je pense que pour nous tous, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut le soutien, il faut le respect, il faut pouvoir comprendre que les gens doivent ouvrir un espace pour nous, parce que nous méritons d'être ici. Nous avons suivi les programmes de formation, nous avons fait les études, nous avons l'expérience nécessaire, et on ne demande rien d'exceptionnel. Donc, du bon coaching, en fait. C'est de très bons points que vous venez de partager. J'étais à Toronto cette semaine. J'ai rencontré Mary Clyde Walker et elle me demandait « Comment vas-tu, cher frère? » Et puis, je me suis retrouvé juste à me confier à elle, tout naturellement. C'est d'avoir de belles personnes comme elle, avec lesquelles vous pouvez toujours compter sur leur soutien, en fait. Et rendu là, je reviens à Jason. Cette question s'adresse à tous les membres du panel, mais je commence par Jason. Alors, quel conseil donneriez-vous aux activistes et militants noirs qui aimeraient assumer des postes de leadership? Alors, quel est votre conseil aux militants noirs qui aimeraient occuper des postes de leadership? À vous, Jason. Alors, ma thématique de la soirée était d'être prêt à enseigner, à conseiller, à militer. Donc, allez-y, jetez-vous à l'eau. Et donc, je dirais également que
vous avez vos capacités de leadership, vous êtes déjà militant, donc mettez-les à l'épreuve, permettez aux gens de voir qui vous êtes et ce que vous faites. Et une chose que j'ai appris du mouvement syndicaliste est que vous ne pouvez pas refuser à ceux qui ont fait leur preuve, leur chance. Et quand les gens ont fait leur preuve, ils ont tendance à avoir le soutien des autres. Ils ont toujours cette masse de soutien derrière eux. Et donc, ce n'est qu'une question de temps. Nous avons un mouvement syndicaliste qui dépasse les 1 million à travers le pays, mais les noms des personnes qui font des vraies choses, tout le monde les connaît, tout le monde observe, tout le monde vous voit à l'œuvre, tout le monde prête attention. Les organisations, disons que les organisations sont en reconstruction, elles sont en train de changer, elles commencent à devenir ce qu'elles devraient être en termes d'inclusivité, en termes d'égalité dans l'ensemble. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut se lancer. Dans ma situation, j'avais le choix à un moment, soit de faire tout ce travail avec mon employeur ou de continuer à faire le travail que je faisais avec le syndicat. Mais bien entendu, j'ai choisi le syndicat. C'était un milieu sécuritaire pour nous. C'était un endroit où je pouvais être moi-même, où je pouvais m'exprimer, je pouvais être moi-même. Alors, soyez vous-même, exprimez-vous et tenez pour responsables vos dirigeants. Donc, mettez-les face à leurs responsabilités. Vous pouvez avoir certains problèmes qui émergent et il peut arriver qu'il y ait des conflits, mais tenez votre bout, notamment en ce qui concerne la politique syndicaliste, parce que des fois, ça peut virer au vinaigre. Mais ce que vous devez faire, c'est de rester cohérent dans votre politique, mettre les gens face à leurs responsabilités et de vous assurer que vous vous entourez des personnes qui partagent les mêmes visions, les mêmes idées que vous. Et ce n'est que comme ça que vous arriverez à occuper votre place de leader au sein du mouvement syndicaliste. Alors, je dirais également, appelez-nous, nous qui sommes sur le panel, appelez-nous. On pourrait avoir une belle discussion ensemble. Je suis prêt à partager des petites astuces, des petits trucs et astuces avec les uns et les autres. À chaque moment, vous pouvez me contacter ou chacun des autres membres du panel parce que nous avons probablement connu certaines des embûches que vous allez rencontrer et ça ne fait jamais du mal d'en parler, de partager nos expériences. Donc voilà mes conseils pour ceux qui aimeraient assumer ces rôles de leadership dans la communauté noire. Merci beaucoup. Ce que je vous entends dire, c'est de faire preuve de cohérence dans vos approches, de contacter les autres, de réseauter. Alors, Jan, comment répondriez-vous à cette question? Alors, merci. Pour moi, je dirais à chaque activiste en herbe de connaître les structures et les politiques de leur syndicat. Et comme je l'ai mentionné, quand vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour occuper ces postes de leadership, vous êtes mal barré. Mais quand vous connaissez le système, vous connaissez ses règles, vous êtes capable justement de vous entourer des bonnes personnes, d'avoir cette masse critique pour avancer. Et aussi, gardez-vous à l'esprit qu'il y a toujours de la place autour de la table pour plus d'une personne noire. Parce que souvent, les gens veulent cocher des cases, ils donnent une place à un noir et puis se disent, on a fait tout le travail d'équité. Mais non, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Et certains leaders, quand ils y arrivent, ils prennent soin juste d'eux-mêmes. Mais non, dites-vous, je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis ouvert si vous voulez avoir des conversations avec moi. Donc, on doit savoir qu'on a l'expérience, on a les connaissances, on a le vécu qu'on peut transformer en expérience structurelle. La plupart du temps, quand on a l'opportunité de présider les rencontres, par exemple, vous pouvez ne pas être là à la rencontre parce que vous avez des contraintes, comme je disais, les problèmes de garderie pour vos enfants. Mais si vous avez une vision, vous comprenez la structure de votre syndicat, comment il fonctionne, et vous assurez également d'avoir de bons soutiens, de bons appuis derrière vous, vous pouvez faire un impact. Aussi, quand vous êtes la seule personne qui travaille, que vous devez conduire pour rentrer chez vous à chaque fin de journée de travail et que vous n'avez pour seul soutien que votre famille. Si vous n'avez pas d'autres personnes dans votre entourage avec lesquelles vous discutez des questions syndicales et de le faire de manière un peu légère aussi, pas toujours être sérieux et toujours vous dire que vous allez donner le mieux que vous pouvez. Donc, oui, je pense que vous parlez là vraiment de prendre soin de soi-même, de protéger sa santé mentale. Merci pour ce partage, Jan. Marc-Édouard? Quel conseil je donnerais? Écoutez
Premièrement, écoutez les membres. Je pense que ça, c'est... Je parlais d'un arbre tantôt, la terre qui nourrit un arbre, ce sont les membres. Ça, c'est la première chose pour moi. La deuxième chose, il faut avoir un plan concret. Et la troisième chose, c'est-à-dire quand je dis un plan concret, qu'est-ce que je veux qui change ou qui évolue dans ma structure syndicale? Il faut que ce soit relativement clair. Parce que sinon, on va juste naviguer. C'est comme un bateau là, qui navigue. Il faut avoir une forme d'objectif, je dirais. Et enfin, je dirais, agissez. Agissez. Des fois, on se pose beaucoup trop de questions. Pour que les choses changent, il faut amener des changements. Donc, on parlait du groupe, mais il faut qu'il y ait une idée au départ, la développer et il faut agir. J'aime beaucoup ce qui a été mentionné. Je veux ajouter aussi, je dis souvent à des leaders noirs de ne pas se placer une pression indue et inutile. On est habitué à être à la surperformance parce que pour être reconnu, on est habitué à travailler 1 fois et demie, 2 fois, 3 fois des fois le niveau des autres leaders syndicaux. Et ça, les amis, c'est malsain. c'est pas bien. Il faut pas toujours faire ça. Il faut prendre soin de nous. Ça, je suis d'accord. Je dis aussi d'utiliser notre temps sagement. Il y a des gens qui nous questionnent, qui nous bousculent, mais il faut comprendre c'est quoi les intentions de nos interlocuteurs. Ça, pour moi, c'est très important. Donc, je dis qu'il faut agir avec des gens qui veulent avancer comme nous. Je termine je reviens à l'arbre, parce que je veux parler de l'arbre. Alors, je vais citer juste une petite phrase. Je dis aussi aux leaders syndicaux, faites comme un arbre. Change tes feuilles, mais ne change pas, garde tes racines. Change tes idées, garde tes principes. Pour moi, ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de vent pour des leaders syndicaux et il faut être capable de rester grounded, de rester solide. Alors, voilà, mais je pense que c'est magnifique ce qui se passe dans le mouvement syndical. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et merci pour cette conversation ce soir. Thank you for sharing that, Mark. Merci pour votre partage, Marc, et votre analogie autour de cet arbre autour de l'arbre est tellement pertinente. Alors, nous allons prendre une question du public et elle est la suivante. Tel que nous l'avons constaté, il est vraiment difficile pour les leaders noirs. Vous pouvez avoir des conséquences importantes au niveau de votre santé mentale. Alors, que faites-vous pour préserver votre santé mentale, ce qui est très important pour nous en tant que leaders noirs? Aussi. Donc, la question est de savoir que faites-vous justement pour prendre bien soin de vous-même, pour vous préserver. Je commence par Jan sur cette question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, pour moi, en ce qui concerne la santé mentale et prendre soin de soi-même, j'ai appris justement à prendre du recul et de me dire, le boulot, il m'attendra toujours demain quand je reviendrai. Et donc, vous ne pouvez que faire ce qui est possible en une seule journée. Et puis, je me dis, souvent, j'utilise... des fois, je ne prenais pas mes congés parce que je me disais toujours, oui, il y a tellement de choses à faire, mais de moins en moins, je le fais. Et puis, je me rendais compte qu'à chaque fois, quand j'allais travailler avec d'autres leaders syndicalistes, ils n'étaient pas là tout le temps à pianoter sur leurs ordinateurs. Je me disais toujours, oui, j'ai cet événement syndical, oui, j'ai le boulot également que je dois faire, mais... Souvent, pour nous, les femmes, par exemple, c'est souvent très difficile pour nous parce qu'on donne le mauvais exemple à ceux qui nous suivent, que c'est comme ça qu'il faut se tuer à la tâche. Et cela vous éloigne de vos proches, de votre famille. Et donc, je pense que
je disais toujours, par exemple, aux gens, quand ils m'envoyaient des courriels importants, je disais, je vous reviendrai dès que c'est possible. J'essaie de créer cet équilibre vie personnelle et travail. Je me suis déconnecté de Facebook, des réseaux sociaux. Pour nous, en tant que personnes noires, il est important de préserver notre santé mentale. Nous avons une longue histoire de problèmes de santé mentale dans nos familles, dans nos milieux, dans notre communauté. Il est important, justement, de prendre du recul, des fois, et de nous dire qu'il est important de déléguer. Je me suis rendu compte également et je me suis dit, demain, il y aura toujours du boulot à faire. Donc, je prends chaque journée à la fois, une journée à la fois. Merci beaucoup, Jan. Oui, vous avez raison. Des fois, il nous faut prendre du recul et de nous dire que, quel que soit ce qu'on ferait, demain, il y aura toujours du travail. Alors, Marc, que faisiez-vous pour prendre soin de votre santé mentale? Je vais vous surprendre. Depuis quelques années, j'ai appris à dire non. Parce que nous, les militants, particulièrement les militants noirs, on ne veut pas décevoir qui que ce soit. Et j'aime beaucoup ce que Jan vient de mentionner. Il faut qu'il y ait une limite. Donc, j'établis mes limites. J'établis mes limites en temps, mes limites en énergie mentale également. Des fois, il y a des projets qui sont très prenants mentalement. Donc, on ne peut pas en faire 5 ou 6 en même temps. Donc, ça, c'est très, très important. Et je dirais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Je joue du piano. Donc, reconnecter avec des choses que j'aime faire. C'est ce que... Et à la blague, je dis aux gens... ne me donne pas un meeting le dimanche après-midi, s'il te plaît. J'essaie de rester avec mes fils, avoir un brunch, avoir une conversation, avoir le temps de faire son épicerie, sa commande, parce que plusieurs fins de semaine, des fois, on travaille là, sans arrêt. Donc, non, je pense que c'est la notion de limite. Ce n'est pas nous individuellement qui allons sauver le mouvement syndical. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des activistes, des militants. Le travail va être là, les enjeux vont être là, les problèmes vont être là. On a une partie des solutions, mais pas toutes. Donc, la Terre va continuer sans Marc-Édouard Joubert. Donc ça, je le réalise. Il y a 10 ans, je ne le réalisais pas. Je me dis, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va être correct si je ne suis plus là. Donc, voilà, il faut, je pense que ça prend aussi un peu d'humilité sur la portée de notre action philosophiquement. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Marc. C'était brillant. Merci. Alors, Jason, comment faites-vous? C'est quoi vos astuces pour prendre soin de vous-même? Ah oui, c'était brillant, Marc. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, moi, je viens d'un milieu de travail qui est très... dont le niveau de stress est très élevé. J'ai appris il y a très longtemps qu'il faut marquer des pauses comme il faut et que vous avez besoin d'avoir d'autres choses en dehors de ce que vous faites au travail. Et malheureusement, pour moi, mon autre activité de loisir, c'était le syndicat. J'adorais tout ce qui était autour du syndicat. Et donc, moi, j'aime souvent justement prendre du temps pour faire cela. Et donc, moi, j'ai souvent du mal à me déconnecter complètement. Et donc, j'ai encore connaissance de ce que je dois faire. Je ne le pratique pas pour autant, pas tout le temps, mais je conseille à tout le monde de faire un effort, de se déconnecter, de refaire le plein d'énergie, de recharger les batteries. Et comme Marc l'a mentionné, et je prends vos conseils très sérieusement, Marc, je vais faire de mon mieux. Je vais comprendre que la Terre va continuer à faire ses rotations autour du Soleil, que je sois là ou pas. Et le temps va continuer à passer. Nous devons apprendre à déléguer. Nous devons apprendre justement à nous déconnecter quand vient le moment de le faire. Merci.
Oui, ben, je pense que c'est c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Parce qu'on est tellement connectés sur nos gadgets aujourd'hui. Et la chose la plus difficile, c'est d'éteindre votre cellulaire, le mettre de côté et de profiter d'un moment de quiétude. Mais on en a besoin. Il y a cette autre question qui est venue du clavardage. Et je pense que cette question m'a vraiment touché profondément parce que j'ai également du mal. Et la question est la suivante. Alors, comment régler le problème du syndrome d'imposteur dans les espaces syndicaux, notamment quand vous commencez à vous impliquer? Alors, comment vous débarrasser de ce sentiment de ne pas appartenir dans ces espaces soi-disant progressistes? Et j'aimerais commencer par vous, Marc. Cette question. En fait, je vais répondre avec la fin de la question. Ce que j'ai appris, c'est à identifier avec clarté ce que c'est un milieu progressiste. Parce que dans le mouvement syndical, il y a de soi-disant forums progressistes. Et quand on s'assoit autour de la table, on se dit, pourquoi j'ai l'impression de ramer à contre-courant? Pourquoi j'ai l'impression de sentir un fardeau? Pourquoi j'ai l'impression d'être seul à partager cette idée-là? Pourquoi j'ai... Et à la fin de toutes ces interrogations-là, j'ai réalisé que parfois, je n'étais pas dans des milieux progressistes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un forum syndical que c'est automatiquement progressiste. Des fois, les forums syndicaux sont rétrogrades. Ça, c'est un. Deuxième chose. Sur le syndrome de l'imposteur, je pense que je reviens au fait de ne pas se placer une pression inutile sur les épaules. Je me suis toujours dit, mon père me disait toujours, ne te présente pas dans une fonction officielle sans être préparé. Donc, bien sûr, on ne sait pas tout. On ne saura jamais tout. Mais je pense que du moment où on est relativement bien préparé, qu'on connaît les sujets, qu'on connaît les enjeux, qu'on fait les liens qui doivent se faire, ça aide à atténuer le syndrome de l'imposteur. Et ça, je vais le dire respectueusement. Malheureusement, parfois, le privilège blanc évite à certains d'avoir ce syndrome d'imposteur. Et c'est souvent nous qui nous plaçons dans cette fonction-là parce qu'on sent qu'on doit se prouver. En anglais, on dit overachiever, on surperforme. On essaie de surperformer et j'ai appris avec le temps que cette posture-là, elle est complètement inutile. Elle n'est pas bénéfique ni au mouvement syndical, ni à nous comme individus. Et je réitère à la fin, j'aime beaucoup le mot progressif. D'expérience, le progressisme n'est pas si évident qu'il y paraît. Pour moi, ça, c'est important de le dire aussi. Oui. Merci beaucoup, Marc-Édouard. Je pense que lorsque je vous entends parler et que j'y réfléchis, je me pose la question, c'est quoi un espace progressiste? C'est ce que je me pose comme question. Et Jan, alors, comment répondrez-vous à cette question? Je ferai un suivi à ce que Marc disait. Je sais que pour moi, des fois, quand vous allez au travail, la plupart du temps, vous avez des gens qui vous disent... En fait, votre anglais n'est pas aussi mauvais que celui des autres personnes comme toi. Nous avons eu les mêmes communautés, nous avons eu les mêmes opportunités. Je suis fier de mon héritage de la Barbade et à chaque fois que j'ai l'opportunité, je cite un proverbe africain ou des Caraïbes pour que les gens puissent connaître mon héritage et du fait que je suis fier de celle que je suis et que j'ai appris des choses sur vous et il est temps pour vous d'en apprendre un peu sur moi également. Et je pense que
les gens commencent à se rendre compte que ça va arriver, qu'ils le veuillent ou pas. Et donc, je pense que oui, comme Marc l'a mentionné, on a tendance à trop se préparer parce qu'on se dit, c'est jamais assez, on veut pas se faire embarrasser. Et j'ai aussi appris à me respecter moi-même, à être moi-même et la plus authentique possible dans chaque espace. Et comme Marc l'a mentionné, ce n'est un espace progressif ou progressiste que lorsque vous dites les choses que les gens voudraient que vous disiez. Et dès lors que vous dites des choses qui ne les arrangent pas, tout de suite, ce voile est levé sur ce mouvement, soi-disant progressiste. Donc, sur chaque chambre, chaque salle de réunion, chaque mouvement, vous avez l'opportunité d'aller au travail. J'espère qu'on aura un environnement un jour où on peut être nous-mêmes au travail, dans le mouvement syndicaliste, où on peut être authentique et où on peut dire des choses sans se dire qu'on est en train de mettre en gage notre carrière. Merci beaucoup, Jan. Et oui, parlant d'être nous-mêmes, d'être authentique, je pense que on doit se dire, je suis mieux quand je suis moi-même. Et donc, passons à vous, Jason, qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Donc, oui, vous m'avez eu au niveau de ces espaces soi-disant progressistes. Donc, en général, on se dit que tout ce que le syndicat organise est progressiste. Mais ce n'est pas nécessairement des personnes progressistes qui peuvent se retrouver dans la salle au moment donné. Et vraiment, Jan, vous avez fait un bon point. Et vous également, Marc, je pense que vous avez vraiment frappé en plein dans le mille, là. Et je voudrais revenir à certains aspects de ce que vous avez tous mentionné. Le fait de se dire, j'ai déjà eu à vivre ce que vous vivez moi-même. Je me suis rendu à certaines rencontres où je mettais des gens sur un pédestal, où je me disais, telle personne doit justement bien maîtriser son sujet. Et puis, je me faisais une idée à moi de qui ces personnes étaient, plutôt que d'aller discuter avec ces personnes-là et de les connaître vraiment. Et puis, vous êtes peut-être leader syndical et que vous avez peut-être progressé mieux qu'eux. Et donc, ça ne sert à rien de vous mettre en dessous de quelqu'un d'autre ou d'avoir trop d'estime pour certaines personnes pour rien et de vous dévaloriser vous-même. Je vous demande de respecter tout le monde, mais ne vous dites jamais « je ne mérite pas d'occuper ma place à cette rencontre ou à cette table ». Et je dois vous dire que des fois, les périodes difficiles pour moi, c'était souvent les périodes de Noël et les périodes d'été. C'était les périodes où il y avait moins d'activités. Et c'est comme ça que ça marchait dans mon syndicat. Et quand j'étais vice-président, il n'y avait pas un seul été qui me passait sans que je me pose la question, est-ce que j'allais continuer à l'automne ou est-ce que j'allais passer à autre chose? C'était ma période de recharger mes batteries, oui, mais je me disais toujours, après, au bout d'un certain temps, je me suis dit, c'est juste ma façon à moi de me remettre en question, de réévaluer les objectifs dans ma vie et de me demander quels sont mes plans pour l'avenir. Et donc, c'est un peu comme les résolutions de fin d'année, de nouvel an, quand les gens prennent un moment d'introspection. Donc, je voudrais juste dire que quand je me rends dans un espace, quel qu'il soit, vous me voyez en ce moment, je m'appelle Jason. Vous pouvez me parler comme Jason et comme dans le cas de Jan, vous pouvez me faire taire quand vous le voulez parce que elle me fait ce coup des fois, mais je pense que je suis moi-même, je suis authentique, je suis qui je suis. J'ai trouvé que le milieu syndical est un espace dans lequel, quand j'avais compris tout ce qui se passait, je me suis rendu compte que je commençais à profiter de certains succès de la bonne façon parce que j'étais authentique, j'étais qui j'étais. Et bien entendu, ça ne plairait pas toujours à tout le monde, mais tant et aussi longtemps que vous êtes authentique, vous êtes vrai en vous-même, envers vous-même, vous allez pouvoir avancer sur certaines idées. Et si vous êtes dans le bon milieu progressiste, ça va aller. Et puis, ces idées-là vont être écoutées. Et donc, voilà ce que je pense sur cette question. Et je pense qu'on a tous notre petite histoire à ce niveau. Merci, Jason. Et également, j'aimerais qu'on fasse attention au temps qu'il nous reste. Et ce que je proposerais, c'est que on prenne 1 minute et demie avec chacun de nos panélistes. Et puis, j'aimerais commencer avec vous, Marc. Dernière réflexion, Marc. Le syndicat de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour cette opportunité.
En fait, on a cette discussion dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Je pense qu'il faut célébrer, se remémorer, connaître les accomplissements des leaders syndicaux noirs dans l'entièreté du pays qu'est le Canada. Pour nous, on essaie de faire un travail aussi avec des leaders syndicaux au niveau de la province de Québec. Ce que je veux dire en terminant, des fois, on me demande, ben Marc-Édouard, pourquoi tu es aussi actif dans la lutte antiraciste, dans la promotion des leaders noirs? Et ce que je réponds, c'est que le mouvement syndical ne peut plus s'offrir le luxe d'être divisé. Je pense que vous voyez tous le contexte politique, que ce soit au niveau canadien, avec la montée des conservateurs, chez nous également, la montée des conservateurs. Le mouvement syndical doit conserver sa légitimité, et notre légitimité, c'est de rassembler et de représenter l'ensemble des membres qui travaillent, l'ensemble de nos membres, y compris les membres qui font partie des groupes revendiquant l'équité, y compris les membres de couleur, les membres noirs, les membres des Premières Nations. Donc, ça, c'est la fonction du syndicat. Et je pense qu'il faut rappeler nos principes, notre éthique. Notre éthique syndicale, ben, c'est de rassembler, pas de diviser, pas d'exclure, pas de mettre de côté, pas d'humilier des groupes, pas de stigmatiser des groupes, mais d'inclure tout le monde et de favoriser, je dirais, j'ai envie d'utiliser le mot émancipation, mais dans le sens d'émancipation au niveau structurel, syndical. Tout le monde devrait sentir un élan à s'impliquer syndicalement. Et moi, c'est ce qui me motive dans les discussions qu'on a en ce moment. Je crois qu'on doit se reconnaître, qu'on doit agir et qu'on doit amener un changement qui va faire de notre mouvement un mouvement plus inclusif. Voilà. Et merci encore une fois. Thank you very much, Mark. And building an inclusive. Merci, Marc. Et bâtir un syndicat plus inclusif, mais surtout pour une approche délibérée. John, 1 minute et demie pour vos derniers commentaires. Moi, je veux vous remercier aussi d'avoir réuni ce panel au cours de l'histoire des Noirs au Canada, le mois de l'histoire des Noirs. Nous voulons créer un syndicat inclusif. Notre lutte n'est pas avec nous-mêmes, c'est avec le gouvernement, c'est avec nos employeurs, parce qu'il y a eu tellement de travailleurs noirs qui ont été découragés pendant des décennies. Il faut reconnaître aussi que les jeunes dirigeants noirs qui vont nous suivre, ils doivent savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils doivent occuper leur place. Et moi, Jason, Marc et tout le monde qu'on a mentionné, nous sommes là pour les aider. Et ne pensez pas que vous ne puissiez pas vous présenter pour un poste. Vous pouvez vous présenter pour n'importe quel poste, mais vous devez avoir la masse critique derrière vous, parce que la chose la plus importante, c'est votre santé mentale, votre famille et votre intégrité. Et donc, j'encourage tout le monde à occuper cet espace et personne ne doit vous changer, vous forcer à vous questionner vous-même ou votre capacité de faire le travail que vous voulez faire. Merci de nous inviter, d'avoir organisé ce panel très important. J'espère qu'au milieu de travail, maintenant, vous pourrez encourager d'autres à participer à des panels au cours du mois de l'histoire des Noirs. C'est l'occasion maintenant pour nous tous. Nous avons un lundi noir, mais après le mois de février, d'autres jours, vous pouvez nous parler. Merci. Très bien dit. Jason, 1 minute et demie. Oui, je veux remercier l'Alliance de la fonction publique de m'avoir invité. C'est un privilège d'être ici. Et tout ce que j'ai à dire, c'est continuer à parler. Continuer à parler. J'ai appris des gens. Quand je parle avec les gens, quand je rencontre les gens. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis très accessible.
Mais je veux souhaiter à tout le monde bonne chance sur votre parcours, sur votre voyage. Et j'espère qu'on verra de plus en plus de dirigeants noirs. C'est quelque chose que nous devons encourager dans le mouvement syndical. Mais nous commençons à mettre ces principes dans nos politiques maintenant. C'est un beau moment dans le mouvement syndical. Nous devons saisir le moment, saisir l'occasion et offrir nos services. Et donc, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Excellent. Sur quoi, je veux remercier les panélistes. Je veux remercier aussi les personnes qui ont pris le temps de se joindre à nous ce soir. J'aimerais remercier le personnel, les interprètes et le soutien technique aussi. Merci beaucoup tout le monde et bonne nuit. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Thank you, everyone. Have a Merci. good evening. Yeah, bye-bye.